الحبابة مثل اسماء زفلاون مرحبا سيسون أرض صارت المغربية مرحبا سيسون أرض الدول تبوسا أمكن نوم تنو كدنا يا الحد نتاويد ريترون فو تديانين يضرن هذه الدورتي قاعدين اسمها قاعدين سابا لك بعد نغال سبيسيالمون فون مستبون يهضر دي مليار دوك كرا ينغمسن في كتاب مغنين سفلي حالا تمرتنا سواء الداخل تمرتنا على علاقة دوك الجناس دوك تمرني أظن أسد نغال غورس غطن ولا كم كوا وليس بتوني كلا كل حال سلوي تمرت نوكا وليس نومو يزمر عنديس فهمنا سواء مغلي أم كي تخمي من سا وأم كي تولي تمرتنا سنة الحو أفريدي تبو تمرتنا وسنة سورتو دا غانا مثلا بياسون تسويرا أطاسي سقسين أطاسي الجاني ساعنا سقسين مقراننا في حالة تمورتا فأطاسي قوقاد نفوز كتمورتا دونك أولا تبول سوازا ليسنس تارجم مدن أنواليا شدينا دونك سد نوالا روا ولاقي دونك شار تيسبكتاتور bienvenue d'abord à notre émission une heure 3 info comme d'habitude chaque dimanche on revient au sujet de la semaine, mais peut-être cette semaine on va s'intéresser plutôt à cet entretien de M. Tebboune, président de la République, avec quelques journalistes. On va revenir, puisque tout le monde attendait cette intervention. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Les Algériens, beaucoup d'Algériens ont peur du lendemain de où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se dirige. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Donc, beaucoup attendaient ce que M. Tebboune, président de la République, va dire sur ces sujets clés qui intéressent beaucoup d'Algériens. On va y revenir sur le fond et la forme de cet entretien. Est-ce que vraiment Tebboune il a abordé les sujets qui intéressent les Algériens? Et surtout, aussi, on va revenir à la diplomatie, la relation entre l'Algérie et les pays étrangers, surtout avec ce qu'on voit, ce qu'on vit comme crise, conflit, beaucoup d'interrogations. Donc, on va revenir sur ces sujets avec nos invités. On va bien sûr saluer M. Djamel Gussoum, chercheur en sciences sociales à partir de Paris. Il est avec nous avec plaisir. M. Djamel Gussoum, marhaba bik. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour l'invitation, le bonjour à votre invité, M. Hamziane, et Sina sera toujours là, présent en force, même en arrière-plan. Il est toujours là, en force. Sina Sarjoudi, journaliste. Marhaba bik Sina Sarjoudi. Zoul Salim, Zoul Djamel maintenant. Djamel Gussoum, en force, je ne sais pas si je suis en force, mais on est très content aussi de vous avoir, Djamel Gussoum, et grand bonjour à notre ami Mohamed Hamziane Rahmoun qui est avec nous aussi. Absolument, Mohamed Hamziane Rahmoun, président de Riposte Internationale ici à Londres. مرحبا بك يا سي رحمون الزفلاك. الزفلاك سليم تنمير تافلا فنارو الزوليك ما النصر الزوليك ما قسوم العسلامة نون الزولي وقاعد يتبع. Très bien, donc on passe à une petite intro et on va revenir tout de suite à vous. Donc, l'entretien du président de la République, M. Tebboune, qui a donné cet entretien à quelques journalistes cette semaine. D'abord, avant de revenir à ce qu'il a dit, au contenu de cet entretien, Mohamed Hamziane Rahmoun, peut-être la question, avant d'essayer de comprendre ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a des sujets dont il n'en a pas parlé, que toi, peut-être, chez toi, quand c'est des sujets très importants, est-ce qu'il a abordé tous les sujets qu'il faut qu'il aborde et qui intéressent les Algériens? Oui, bon, premièrement, si on prend cette dernière interview, on doit noter quand même quelque chose de positif. C'est que, comparativement à sa méthode de communication, il n'a pas été virulent même pour ceux qui l'ont critiqué. Par exemple, les chiffres avancés sur les réserves de change, il a juste émis quelques critiques par rapport à ceux qui ont par exemple
donner des chiffres qui, selon lui, qui ne reflètent pas la réalité économique de l'Algérie. Par exemple, d'habitude, par exemple, il pouvait utiliser un langage acerbe. Cette fois-ci, ça va. Il a diminué un petit peu. Il a timoré, c'est bien. Je pense que c'est bien. Toutefois, effectivement, il y a certains sujets qui n'ont pas été abordés. Les journalistes n'ont pas, c'est presque un monologue, tout simplement. Donc, ils auraient dû quand même. Bon. C'est quoi comme sujet, par exemple? Premièrement, il y a des questions lancinantes jusqu'à ce jour, parce que comme on pense que l'être humain est plus important que tout, donc il est tout à fait normal de parler des droits de l'homme. Il y a des questions lancinantes, celles des détenus d'opinion. Toujours est-il, il y a l'affaire Narza, il y a l'affaire de Chef Miller, il y a des affaires à ce jour, donc la libération de tous les détenus d'opinion. Et bien sûr, qu'on le veuille ou pas, l'affaire de Sansal et Belrit. Et bien évidemment, ils auraient pu quand même essayer de comprendre plus. Par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, ou quand il fallait poser plus de questions. Parce que quand on dit que nous sommes le seul pays qui est en Afrique à ouvrir une école d'intelligence artificielle, il fallait vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. Quand on parle d'investisseurs étrangers qui viennent de la Malaisie pour investir 20 milliards de... Ça, des sujets, Inch'Allah, on va y revenir. Mais après, moi, est-ce qu'il y a des sujets clés qu'il a évités? Peut-être les journalistes n'ont pas posé de questions. Et bien sûr, j'imagine que les questions sont bien choisies. Donc, le président de la République a choisi de ne pas y répondre. C'est quoi donc, vous pensez que les droits de l'homme, c'est un sujet clé et dont on n'en a pas parlé? Parce que pourquoi les efforts économiques se font? Pourquoi les politiques se développent? Pour que l'individu, le citoyen, puisse vivre en paix, heureux, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui peut toucher la dignité humaine est important. Donc c'est tout à fait normal, les droits de l'homme doivent être tout le temps placés, si vous voulez, au cœur des politiques publiques. Quand on fait des programmes d'éducation nationale, c'est pour former... Sauf si pour eux, ce n'est pas un sujet parce que ce n'est pas un problème. C'est pour ça que je dis que c'est des questions qui devaient être posées, qui ont été certainement évitées, mais c'est un sujet important. Il n'y a pas que ça. J'ajoute aussi le contexte international n'a pas été bien développé. Vraiment bien développé. Il y a quelques mois, il y a quelques jours, on parlait de crise, etc. Et déjà dans l'interview, on note qu'il n'y a pas de crise, chose qui est contradictoire. C'est-à-dire le sujet pouvait être abordé autrement. C'est-à-dire reconnaître qu'il y a des crises est une chose, comment aborder le sujet et répondre est une autre chose. Mais il fallait être, je pense, objectif. Très bien. Voilà. Très bien. Monsieur Djemal Ghessoum, d'abord, avant de passer au contenu, ce qu'il a dit, parce qu'on va essayer d'étaler, de décortiquer ce qu'il a dit sur l'économie, la diplomatie et tout, mais est-ce que vous pensez qu'il a abordé l'essentiel, ou il a oublié, ou il a essayé de ne pas répondre, ou de ne pas aborder des sujets clés, ou peut-être qui fâchent quelques-uns? À votre avis, est-ce que c'est un entretien bénéfique? Il a bien parlé de tout? D'abord, je note que si Ahmed a noté quelque chose de positif, déjà, parce que c'est la première fois en 4 ans que je passe sur Al-Maghribi, et c'est la première fois que j'entends qu'il y a quelque chose de positif. Déjà là, c'est vraiment on s'améliore, hein. Je suis en avance. Oui, mais la première fois en 4 ans. Les téléspectatrices, déjà, ensuite, sur la question que vous avez posée sur les sujets, c'est la même question que vous avez posée à CMZ. Tout d'abord, j'aimerais dire que, avant de parler du contenu ou du contenant, j'aimerais dire que le format d'une interview, que ce soit à Al-Mouradia, que ce soit à l'Élysée, dans toutes les chancelleries du monde, elles sont toujours limitées et organisées avec un format bien particulier sur des sujets qui ne vont pas être abordés, d'autres qui vont être abordés. Évidemment que dans des pays, je dirais entre parenthèses dits démocratiques, il y aura un échange avec des questions peut-être plus ouvertes. Mais
El Mouradia ne fait pas abstraction je dirais, de la faisabilité d'une interview dans son organisation, dans ses limites. Il y a des sujets qui n'ont pas été abordés. Vous l'avez évoqué sur la question des droits de l'homme, sur les crises actuelles, notamment avec la France qui recommence. Cela n'a pas été abordé, mais en même temps, quand vous êtes un invité, les journalistes sont des invités, un invité ne peut pas forcément commander le plat qu'il veut. Et donc, je n'en veux pas expressément aux journalistes, parce que je pense qu'il prépare, et le président Tebboune et la cellule de communication, enfin la cellule de communication d'El Mouradia, c'est pas une cellule de communication, c'est une cellule tout court. Mais je veux dire qu'on ne peut pas faire abstraction des limites que peuvent avoir une interview dans une présidence de la République. Mais à votre avis, M. Gussoum, le fait de ne pas parler de cette crise entre Alger et Paris qui est en train de s'envenimer, est-ce que c'est exprès parce qu'il y a des sujets à éviter? Pourquoi ils ont choisi, puisque j'imagine que c'est un choix, hein, de ne pas en parler? Alors, choisir, c'est ne pas choisir. Prendre une décision ou ne pas prendre une décision n'est pas une non-décision. Lorsqu'il n'aborde pas, par exemple, le regain de tension qui commence à être palpable avec la France, c'est que, de ce point de vue, le président de la République a très très bien fait, parce qu'il ne donne même pas, les jeunes ici en France, ils disent je te donne pas l'heure. Ils ne donnent même pas d'importance à cela. Et par absence de communication, il relègue cela aux oubliettes, et ce n'est pas important. Donc, c'est une manière de communiquer. Ne pas parler, c'est aussi, vous savez, la communication non verbale est une science absolue, dans le sens où, quand on décide de ne pas aborder un sujet, ça n'est pas forcément par faiblesse, mais c'est une manière de répondre à la France en disant... C'est un message pour la France ? C'est un message, bien sûr. La communication non verbale est très importante. Je ne sais pas si la cellule de communication d'El Mouradia est si élaborée que cela pour savoir ce que c'est que la communication non verbale. Et donc, c'est une manière de répondre à la France en disant, pour moi, ce n'est pas un sujet. سي نصر كنتينا مكثورة تمثل تاقي تصل السوجي فرنسا د الجزائر إزرفان بومدان même تمثلت l'ouverture champ politique مورتنا le dialogue tout le monde attend الله يبارك il y a eu ce dialogue dont Tebboune en avait parlé l'année passée, comme quoi nous a promis un dialogue ouvert qui va regrouper toutes les couches sociales avant 2025. On attend toujours, il n'a aucun mot dans cet entretien. C'est stratégique, ça veut dire quelque chose? Oui, Salim, d'abord, je vais gâcher la fête de Djamel Gussoum et je vais contredire notre ami peut-être Mohamed Amzian qui est avec vous. Il n'y avait rien de positif dans cet entretien. C'est un discours qui est récurrent. Les journalistes, la seule chose qui diffère avec de l'ère de Bouteflika, c'est que Bouteflika, à certains moments, il ne parlait plus. Mais si on veut montrer qu'il y a un changement et qu'on fait passer à Majid Tebboune comme ça dans des entretiens où il dit des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité que vit le peuple algérien. On peut dire que c'est des disettes, on parle pour ne rien dire, et des fois même on dit des bêtises. Donc c'est un entretien bien au contraire, qui est en train, pour moi, sur la forme, et on va aller peut-être sur le fond aussi, à Salim, c'est que la forme d'Itvan, Tebboune, il était très très mal à l'aise. Très mal à l'aise, il n'était pas sûr de ses réponses. Il avançait des choses sans vraiment montrer qu'il y a une vraie vision au sein de cet appareil qui est à la tête de l'État. On sent qu'il n'y a pas de cohésion. On sent que c'est le seul homme qui décide. Si quelque chose veut se faire, il faut que c'est رئيس عبد المجيد تبون هو الذي قرر هو الذي
Si tout est autour de cet homme, d'Ahmed Tebboune, et là on se pose la question, est-ce qu'on peut gérer l'Algérie de cette façon? Donc pour moi, bien au contraire, cet entretien, pour moi, je pense qu'il a laissé beaucoup d'Algériens perplexes. Et non seulement perplexes, mais aussi très inquiets. Parce que le discours ou les paroles d'Ahmed Tebboune n'étaient pas rassurantes, ni sur le plan de la situation interne, puisque vous l'avez posé cette question. Il faut relever qu'est-ce qui n'a pas été dit dans cet entretien, sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. Jamais l'Algérie n'est arrivée au point où il y a une fermeture à tous les niveaux, une fermeture politique, une fermeture médiatique, une fermeture aussi concernant les syndicalistes. On a vu le dernier qui a été emprisonné, donc le tourisme au niveau des syndicats des cheminots. Le RCD a dénoncé, le PT a dénoncé. Donc, c'est pas rassurant du tout à Salim. Et sincèrement, j'ai suivi un peu l'entretien, les réponses d'Ahmed Tebboune. On a fait une émission hier. Je suis sorti avec une impression beaucoup plus d'inquiétude que d'inquiétude. Est-ce que vous pensez que le fait d'éviter d'aborder les sujets clés qui dérangent beaucoup d'Algériens, comme vous avez dit, le fait, les droits de l'homme, la situation syndicale, politique, les activités politiques et syndicales au pays où tout est fermé, et le dialogue dont on ne parle plus, est-ce que c'est des signaux négatifs, comme tu as dit, Sinassar, c'est des signaux qui peuvent inquiéter les Algériens. Le fait de ne pas en parler de la situation ni des droits de l'homme, ni ce dialogue, c'est que le pouvoir l'a changé d'avis. Ils ne donnent pas l'importance maintenant. Cette crise des droits de l'homme, pour lui, ça c'est réglé. Tout le monde personne ne bouge, personne ne respire, personne ne proteste. Et c'est ça l'Algérie qui nous attend, c'est ça l'Algérie qu'ils veulent. Quand on parle pas quand on n'a pas de vision à Salim, il n'y a pas de vision, quand on ne parle pas de réforme, quand on entend par exemple cette semaine, j'ai parlé de la condamnation donc de Lounis Saïdi, voilà, le RCD a dénoncé cette condamnation, 2 ans de prison ferme et 100 millions d'amende, donc le PT aussi. Rappelons que Lounis Saïdi est un cadre syndical de l'UGTA, secrétaire général de la Fédération des cheminots. Pourquoi? Juste parce qu'il a appelé à une grève, et pour améliorer aussi la question, donc tout ce qui est la paye et tout ça, par rapport donc à son secteur. Quand on voit ces pratiques à Salim, on se pose la question, et beaucoup de personnalités dernièrement, pas seulement qui sont dans l'extrême de l'opposition, que des fois on dit peut-être que certaines visions sont extrêmes, même les personnes qui ont rencontré Ahmed Tebboune quand il avait appelé donc à une Amkid Ner, il a appelé donc à une des consultations, Yann. Une consultation, pardon, j'ai oublié mon nom. Donc, il y a une consultation. Cette consultation, elle va être avec l'opposition algérienne. On a vu Abdelaziz Rahabi, par exemple, Sofiane Djilali, qui est sorti dernièrement. C'est des personnes qui étaient très inquiètes. Par rapport à l'évolution des choses en Algérie. Et cette inquiétude, elle est partagée aussi par beaucoup de citoyens algériens. Et malheureusement, l'entretien qu'on a vu vendredi soir, c'était un entretien qui ne répondait pas à ces inquiétudes. Bien au contraire, qui a laissé beaucoup d'Algériens, pour moi, perplexes par rapport à l'évolution de la situation. On ne peut pas parler de l'économie SMI. Salim. On ne peut pas parler de diplomatie. On ne peut pas parler comme quoi avancer des chiffres, 38 milliards de dollars, c'était donc la production d'après Ahmed Tebboune concernant donc le secteur agricole. On ne peut pas parler de tous ces secteurs s'il n'y a pas de vraies réformes. Et ces vraies réformes, ils doivent être d'abord appliquées
sur le plan politique, sur le plan des libertés, sur le plan des droits de l'homme, comme il l'a dit notre ami Mohamed Amzian Rahmoud. C'est des conditions pour une évolution d'une société vers quelque chose de positif. Et malheureusement, ce qu'on est en train de voir depuis 2019, on est dans des effets d'annonce. On annonce comme quoi, alhamdoulilah, l'Algérie va devenir une puissance économique. Le seul pays, chaque fois on revient sur ces qualificatifs. هي الدولة الوحيدة اللي elle donne des allocations de chômage. En Afrique ou là dans le monde arabe, c'est le seul pays qui a ceci, qui a cela. Justement, sinon on va revenir à ces slogans, si je peux dire, mais qui comme qu'on est les meilleurs, ça ou les meilleurs de l'intelligence artificielle ou les meilleurs des investissements et tout. Mais je veux juste un commentaire de M. Guessoum parce que ça me tient au cœur de savoir son point de vue sur le dialogue, parce que c'était quand il avait parlé de dialogue, M. Tebboune, il y avait cet espoir. On avait dit peut-être, voilà, il y a une petite stratégie, il va essayer de regrouper toute l'opposition. Même il y avait des gens qui commençaient à parler, voilà, les FFS, les RCD, tout le monde donnait son avis, comment doit être ce dialogue. Et Tebboune nous a promis un dialogue avant la fin de 2025. On est à combien? On est à 5 mois avant la fin de 2025. Est-ce que c'est ça, M. Guessoum, on met aux oubliettes ce dialogue tant attendu par la classe politique pour espérer un changement? Est-ce que pour vous, le mot dialogue est mis aux oubliettes et ça y est, puisqu'ils n'en parlent plus? Alors, je voudrais juste revenir à Sénas, évidemment. Quand le président Tebboune, ou dans le dialecte ou la sémantique, il a dit que, par exemple, l'allocation de chômage, c'est l'Algérie est le seul pays arabe et en Afrique à le faire. Si on est pragmatique et objectif, c'est une réalité. Si il est dit que c'est le seul pays arabe et en Afrique à fournir autant de logements, quelle que soit la qualité d'ailleurs, pratiquement gratuitement, c'est une réalité. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, et ce sont des éléments importants. Pour revenir à votre question, moi j'ai envie de dire que pas forcément le président de la République, mais en tout cas ceux qui le conseillent, mais ceux surtout qui le déconseillent, c'est-à-dire qu'ils le conseillent très mal, ne perçoivent pas la nécessité d'ouvrir le dialogue, et qu'il y aura toujours moins de risques à ouvrir le champ et le spectre de l'échange et de la communication avec les différentes compositions de la population algérienne. Il y aura toujours moins de risques à le faire qu'à ne pas le faire. C'est-à-dire que la stratégie, normalement, du président Tebboune, je l'invite à réfléchir et avoir une réflexion sur le sujet, c'est que lorsque vous ouvrez un débat, vous ouvrez l'échange avec l'ensemble de la composition de la population algérienne. Vous avez parlé des syndicats, il y a aussi les journalistes, il y a les étudiants. Vous donnez justement, le vous c'est au président de la République, vous donnez la possibilité de pouvoir en finalité avoir un œil, je ne dis pas un regard, c'est différent, mais un œil sur l'ensemble des compositions, parce qu'en les invitant au débat, ils ne sortiront pas de la ligne rouge. Mais en restreignant la possibilité de dire des choses, si effectivement vous avez évoqué le cas d'un membre du syndicat du JTA, je crois, qui aurait été incarcéré. Voilà. Si, par exemple, ce cas, s'il est avéré vrai, moi je ne sais pas, je ne connais pas la situation. Au contraire, je veux dire que un syndicaliste, c'est tout un intérêt pour l'État algérien. C'est qu'en représentant les salariés, ils vont pouvoir échanger et faire qu'il y a une coordination avec le peuple algérien dans toutes ses composantes. Moi, je dis au président de la République, vous prenez beaucoup plus de risques à fermer les vannes de la communication qu'à les ouvrir. Est-ce que c'est ça la dictature, M. Guessoum? Quand vous fermez toutes les vannes, est-ce que vous fermez tout le dialogue, vous fermez le champ politique, le médiatique, comme vous avez dit, le syndicat, c'est ce qu'on appelle une dictature, non? Non, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une petite nuance qui est importante à faire. Il y a, moi j'analyse cela sur deux spectres différents. Évidemment que on catalyse beaucoup sur le président de la République, sur le fait que c'est lui qui déciderait, ou alors c'est lui qui ne serait pas bon. Mais autour de lui, il a des conseillers qui sont en train de l'amener et d'amener l'Algérie droit au mur, et dans absolument
tous les domaines. Donc, je ne peux pas dire objectivement que le président de la République est une personne qui représente la dictature, parce que ça n'est pas vrai. Par contre, ce que je peux dire, et de manière ouverte, c'est que le président de la République a des faiblesses telles qu'il ne s'entoure pas des bonnes personnes. Avant-hier, mon ami Rachid Nekraz avait dit exactement la même chose. Et donc, il ne s'entoure pas des bonnes personnes, ce qui laisse Mais qui a choisi ces personnes, M. Guissoum? Qui a choisi cet environnement? Qui a choisi ces conseillers? Maintenant, s'il n'est pas capable de choisir les bonnes personnes, ce n'est pas sa place. Donc, c'est grave de dire qu'on choisit des personnes qui circulent. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai eu cette réflexion là en début d'après-midi et je me posais exactement la question. Et me dire comment ça se fait. Alors moi, vous savez, de manière complètement ouverte, je n'ai que deux hypothèses rationnelles. Je précise bien rationnelles, c'est-à-dire que celles que la psyché humaine peut accepter. Il n'y a que deux hypothèses. Je l'ai dit de manière la plus ouverte possible. C'est soit le président Tebboune déteste l'Algérie. Alors là, on peut trouver l'explication qu'ils choisissent des gens incompétents et qui n'ont même pas été à l'école. Kamel Rezik, pour le commerce, il n'a même pas été à l'école. Ou alors, et j'ai une deuxième hypothèse, moi j'espère qu'il y en aura plusieurs. Et la deuxième hypothèse, c'est que pour nommer ces personnes, je me demande si ces personnes n'ont pas quelque chose ou un dossier sur le président Tebboune. Parce que pour arriver à nommer que des incapables, je dis bien que des incapables, c'est soit par détestation de l'Algérie, ça j'y crois pas trop, mais soit par détestation de l'Algérie, il va nommer les pires personnes qui vont amener l'Algérie droit au mur, soit ces personnes qu'il nomme ont des dossiers sur lui. Et moi j'espère qu'il y aura une troisième hypothèse, une quatrième hypothèse. Si vous pouvez m'aider dans la compréhension, je l'accepte avec plaisir, mais je ne vois pas d'autres hypothèses qui soit rationnel. Je ne parle pas d'idéologie. Moi, je ne suis pas un idéologue, mais je parle de rationnel. Comment ça se fait? Comment se fait-il que toutes les personnes à la tête des institutions, toutes, sont des incapables? Est-ce qu'il y a un concours de l'incompétence en Algérie et il y a des premiers prix? Et c'est eux qui auront les postes. Je ne sais pas, franchement, j'ai besoin de comprendre. Très bien. Cette question, peut-être beaucoup d'argent la pose. Maintenant, il y a deux hypothèses. Il y a plus. M. Rahmoun peut commenter sur ce sujet-là, choisir les responsables, parce que c'est vrai que c'est incroyable. Ni les conseillers, ni les responsables, on voit, tout le monde critique, tout le monde va comme Carla Giri, elle va d'un droit vers le mur. Et maintenant, est-ce que Tebboune est responsable ou non? Ça, c'est la question qui se pose, à votre avis. C'est clair que, premièrement, puisqu'il est président, donc il a une responsabilité, c'est clair. Et puis, plusieurs fois, quand on parle, on dit que c'est toute une équipe qui est responsable de la situation dont est l'Algérie. Ce n'est pas une seule personne. Maintenant, dire que le président, depuis combien de temps les gens critiquent ses conseillers, et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu un changement dans ses conseillers. Et quelque part... Par rapport à la Constitution, par rapport à la loi, le premier et le dernier responsable, c'est le président. En plus, c'est un système présidentiel. C'est un système présidentiel. Il a des pouvoirs exorbitants, etc. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Le leadership, c'est-à-dire celui qui mène les gens, il doit être un homme qui a une vision. Il doit être qui a une vision, il a un objectif à atteindre. Et puis, je pense que c'est le drame de l'Algérie. À chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe, elle efface pratiquement, elle se venge sur l'ancienne équipe et elle part directement presque 180 degrés des fois par rapport à toutes les orientations qui ont été avant. Donc c'est comme si on avance en reculant, premièrement. Nous l'avons vu par exemple durant les années 70, quand l'équipe de Chadli Benjid a pris le pouvoir, c'était la vengeance contre l'équipe de Boumedienne, des gars en prison, etc. Et maintenant, Tebboune, à chaque fois qu'il y a un problème, il vous dit c'est à cause de la SABA, etc. Donc, quelque part... Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il y a un régime, la nature même du régime qui pose problème. C'est pour ça qu'il faut complètement changer de leadership. Et puis, même l'exercice de l'autorité. Wagner vous dit, Weber, excusez-moi, pas Wagner, Max Weber nous dit que l'autorité, elle s'exerce selon trois modes, si vous voulez. Doit être donc charismatique,
ou traditionnel ou rationnel. Rationnel, c'est l'expertise. Par exemple, si vous prenez un expert dans son domaine, il a une autorité. Un spécialiste en sciences alimentaires, il a autorité parce qu'il maîtrise. Un spécialiste en intelligence artificielle ou les spécialistes, ils ont autorité parce qu'ils maîtrisent. Charismatique, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme la légitimité révolutionnaire, il y a un aura qui inspire les personnes, etc., etc. Et les gens les suivent. C'est un effet magnétique, si vous voulez. Traditionnel, c'est, si vous voulez, c'est comme les monarchies, ou si vous voulez, c'est un pouvoir qui se... Voilà. Donc, mais le régime algérien a choisi un autre type d'autorité, c'est la force. Donc, c'est un outil de dictature, qu'on le veuille ou pas. Et quand on analyse ce système, on peut le qualifier vraiment de dictature. J'utilise le terme autocratique, de temps à autre, mais les méthodes employées, telles que les libertés d'expression, il a choisi de s'allier avec des conservateurs maison, qu'il a choisi lui-même. Il est en train d'aller vers une politique, si vous voulez, cette politique de cabas et un petit peu de libéralisation, en même temps d'arranger aussi, quand il s'agit de ressources naturelles, des étrangers, etc. Donc on se pose, à la limite, quand on entend parler, on pourrait le qualifier qu'il est en train d'aller vers l'extrême droite aussi. Sauf que, monsieur Mohamed Rahman, je vous comprends, peut-être je ne comprends pas bien les arguments des uns des autres, mais je veux comprendre le truc. Si Tebboune, il est soit responsable, soit il n'est pas responsable. S'il est responsable directement de la situation que l'Algérie se dirige vers un mur, ça c'est très grave. Donc ceux qui demandent son départ, le départ du régime, ils ont raison. Maintenant, s'il n'est pas responsable, et que peut-être comme M. Gussoum l'avait dit, ils ont des dossiers sur lui, et que c'est force du mal qui est en train de diriger le pays sous bien sûr avec en face il y a Tebboune, mais derrière c'est eux qui le dirigent parce qu'ils ont des dossiers sur lui, c'est la même chose. C'est les deux cas nous mènent à dire comme quoi l'Algérie doit changer, que ce régime doit partir. C'est ça, je ne vois pas un autre choix, une autre voie. Peut-être tu peux m'éclairer, Rahman? Dans le contexte de lutte des clans qui caractérise notre pays, il y a toujours des dossiers. Donc maintenant, je ne peux pas savoir est-ce qu'ils ont des dossiers sur Tebboune, ils n'ont pas, ou Tebboune a des dossiers sur eux, mais dans la lutte de clans, il y a toujours des dossiers. Nous l'avons vu à chaque fois, c'est l'histoire de l'Algérie. Non, mais c'est pour expliquer ce choix, cette médiocrité, les gens qui ne peuvent même pas gérer peut-être leur maison, ils sont en train de gérer un pays, c'est ça le problème. Non, mais pas forcément, parce que des fois, on met des personnes, si on prend une personne incompétente, peut-être qu'elle est bien parce qu'elle obéit aux ordres aussi. Parce qu'une compétence, je vous donne un exemple, si vous êtes expert, par exemple, dans votre domaine, dans le commerce, et je vous donne une instruction, malgré que je suis votre président, mais tellement vous êtes compétent, vous pouvez remettre en cause ce que je dis. Et tellement vous êtes compétent, si je vous force la main à faire quelque chose qui n'est pas logique, rationnel, vous pouvez même déposer votre démission. Par contre, une personne incompétente, quand elle exécute, je vous dis d'arranger quelque chose, vous le faites. Donc ça ne veut pas forcément dire que tous ceux qui sont incompétents, c'est-à-dire ils ont été imposés. Peut-être que c'est le choix. C'est-à-dire ils voudraient qu'il y ait des incompétents. Mais ça c'est grave. Bien sûr, c'est grave. C'est la question qui se pose. Pourquoi il est obligé de comparer l'Algérie à d'autres pays? On est les meilleurs en Afrique, on est les meilleurs, le système sanitaire de l'Algérie, c'est le meilleur au monde, le meilleur dans le monde arabe. On compare chaque fois avec les autres pays. La dernière comparaison de M. Tebboune, c'est les écoles, les instituts de l'intelligence artificielle. Il a dit un mot, peut-être on va y revenir, peut-être on va l'écouter, je reviens à toi, Sénassar. أعتقد أن تحركنا قبل ما يفوتنا الأوان. المدرسة تاع الذكاء الاصطناعي، المدرسة العليا راه في سنتين دروك، وحنا الدولة الوحيدة في إفريقيا وشبه تقريبا العالم العربي، المغرب العربي، إذن ماشيين في هذا المنوال.
Nasser, c'est un exemple. Il a dit comme qu'on est les meilleurs, peut-être on est les seuls en Afrique, dans le monde arabe et peut-être bien sûr dans le Grand Maghreb. Et on a vu des articles, il y a plein d'instituts en Nigeria, en Afrique du Sud qui sont membres de la recherche intelligence artificielle en Arabie Saoudite, au Maroc, aux Émirats. Pourquoi elle se met dans ces situations? Il dit comme quand on a des instituts, mais pourquoi il fait cette comparaison pour se mettre dans cette situation même? Je vais donner un autre exemple pour les investissements. Il a nommé, il n'a pas nommé le nom, mais il a dit comme qu'il y a un Malaisien qui va venir investir combien dans ça? 20 milliards. On écoute son intervention. ماليزيا راه جاي مستثمر من ماليزيا باش يستثمر عندنا ما يقارب 20 مليار دولار. في أي مجال سيد رئيس؟ الصناعة. Robert Kuok est un magnate des affaires et investisseur malaisien, né le 6 octobre 1923. Sa valeur nette à ce jour du 20 juillet 2025 est de 12,6 milliards de dollars. Robert Kuok est l'homme le plus riche de Malaisie. Il possède le groupe Kuok, qui détient des participations dans l'hôtellerie, l'immobilier et les commodités. Il a fondé la chaîne d'hôtels et de complexes hôteliers Shangri-La, hôtel de renommée internationale à Singapour en 1971. C'est un autre exemple. C'est l'homme le plus riche en Malaisie, donc j'imagine qu'il parle de cette personne, mais sauf que ce gars-là est responsable de la loterie dans les hôtels et il investit dans le domaine du tourisme. Sauf que le journaliste a posé la question, peut-être inattendu, dans quel domaine? Dans le Sénat. J'imagine que le journaliste va avoir des problèmes bientôt. Mais comment expliquer? Pourquoi il se met dans cette situation? Pourquoi on le met dans cette situation, Nasser? Je ne pense pas qu'on le met dans cette situation. C'est que Jamal Ghessoum a dit une chose qui est très importante à rappeler, c'est qu'il y a une médiocrité, malheureusement, qui s'est installée au niveau d'El Mouradia, mais pas que, au niveau d'El Mouradia. Et malheureusement, Amadji Tebboune, c'est la façade de cette médiocrité. Quand il parle de 20 milliards de dollars d'investissement comme ça, il balance un chiffre. C'est un chiffre extraordinaire. 20 milliards de dollars, qui c'est qui va investir 20 milliards de dollars comme ça dans un pays qui n'a pas de structure, un pays il parle de l'intelligence artificielle à Salim, alors que le débit de l'Internet chez nous, c'est l'un du plus faible, peut-être en Afrique, même des pays africains qui n'ont pas les moyens qu'a notre pays, ont un débit d'Internet qui est plus rapide que le nôtre. Donc, de quelle intelligence artificielle? يقول لك يهضر قواليس تحركنا من قبل يفوتنا الأوان. 63 ans après, on est en train de parler dans un contexte où les Algériens veulent, le seul espoir qu'ils ont, c'est de quitter l'Algérie. Même le 5 juillet, tu te rends compte, Salim, le 5 juillet, des centaines d'Algériens ont pris les embarcations de fortune pour quitter l'Algérie. 63 ans après, c'est un échec total de la gestion de notre pays. C'est un échec total de ce système politique. 63 سنة من بعد, on est en train de parler, de dire على بالكم, il y a un Malaisien, il va investir 20 milliards de dollars en Algérie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On attend comme ça des gens. On va lui alors que l'Algérie a besoin c'est ses enfants qui vont la construire, c'est les Algériens qui vont entreprendre dans leur pays. Tout ce qui va venir de l'étranger, c'est un plus. Mais si les Algériens, le peuple algérien, n'est pas prêt à investir dans son pays, n'est pas prêt à continuer à vivre dans son pays malgré l'Excel, par exemple, c'est un ingénieur qui a réussi, c'est un médecin qui a réussi, mais ce qu'il veut, c'est de partir. Quand on a une population, notre population qui réfléchit comme ça, pourquoi tu me parles de Malaisien qui va venir avec 20 milliards de dollars? انت الشعب تاعك ما تطيقش تحكمه في البلاد pour construire le pays
Et tu me parles d'un Malaisien, tu me parles de je ne sais pas quoi, d'un Chinois, mais c'est de la folie. On ne peut pas. Il pense qu'il peut dire des choses comme ça et les Algériens vont gober ça. Alors que c'est non. On se pose le problème aussi, Salim, il faut le poser. C'est que ces journalistes n'ont pas fait leur travail, malheureusement. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas essayé de le challenger, d'essayer de comprendre comment un homme d'affaires malaisien va venir, 20 milliards de dollars, il va investir. Comment l'Algérie est le seul pays qui a une grande école en termes d'intelligence artificielle, alors qu'on parle, le hub de l'intelligence artificielle, il est aux Émirats arabes unis. Et les pays sont en train de travailler sans faire beaucoup de justement, par exemple, le fait de parler de l'intelligence artificielle, on est les meilleurs, on est les premiers en Afrique. Mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte comme quoi un Algérien, le plus simple Algérien, avec un petit clic sur Google, il va savoir comme quoi il y en a plein d'instituts gigantesques en Afrique, en Nigeria, en Afrique du Sud, dans le monde arabe. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte cette technologie, comme que les Algériens ils comprennent et ils sont intelligents, ils peuvent, comme tu as dit, challenger, défier les chiffres, ou ils ne donnent pas beaucoup d'importance, ils s'en foutent de la réaction de l'autre côté, de ceux qui écoutent son entretien, les Algériens? Selim, ces gens-là, ils pensent que les Algériens ne se posent pas les questions, les vraies questions. Pourquoi? Parce que on a tué le travail du journaliste. Il n'y a plus de presse, il n'y a plus de journalistes qui font leur travail comme il faut. Si tu commences à critiquer, si tu commences à remettre en cause les chiffres qui sont avancés, si tu commences à remettre en cause les politiques, tu vas te retrouver dans une situation, tu vas retrouver emprisonné devant la justice et tout ça. Donc, on a la désertification, la désertification de tout ce qui est critique, de tout ce qui peut faire avancer l'Algérie. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus d'élite, il n'y a plus d'université. On ne va pas dire que tout est noir. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Mais on ne peut pas, quand on essaie de comprendre comment les pays avancent, comment les pays se développent, ils ne se développent pas بالهضرة بالريح. Ils ne peuvent pas se développer. Tu ne peux pas dire dans les années 90, Salim, fin des années 80, peut-être qu'on a presque le même âge, on a grandi aussi avec la famine en Éthiopie. Si tu te rappelles, on parlait, les infos parlaient souvent, presque tous les jours, de la famine qu'il y avait en Éthiopie. Tu sais, Salim, l'Éthiopie, elle fait partie maintenant du BRICS. Tu sais, Salim, l'île Air Éthiopie, c'est l'une des meilleures en Afrique, qui a été classée l'une des meilleures compagnies aériennes en Afrique. Où en est l'Algérie, Salim, avec ses moyens? Où on est l'Algérie avec ses moyens? Un peuple qui veut travailler chez lui, un peuple qui veut réussir chez lui. Quand tu fais tout pour faire fuir ton pays, ton peuple, le peuple qui veut faire travailler son pays, le peuple qui veut faire, développer son pays. Comment ce pays peut avancer? Comment ce pays peut réaliser 600 millions de produits intérieurs bruts, de PIB en 2028, comme il l'a dit, Rezig. On est devenu vraiment, quand on entend les ministres algériens, ou là on entend Tebboune, on se dit vraiment, est-ce qu'on est dans cette planète de Terre? Est-ce qu'on est, on fait partie de la famille du monde? On se pose la question. Très bien. Monsieur Djemal Ghessoum, est-ce que vous comprenez l'appréhension, la peur, la crainte de Rahmoun et de Nasser Djoudi par rapport à ce qui est en train de se dire, les chiffres qui sont en train d'avancer, et que c'est une question légitime. Quand on parle on est les meilleurs en information, l'intelligence artificielle en Afrique ou au monde arabe, on va avoir un investisseur comme ça, soudainement, qui va investir 20 milliards. J'ai lu un article juste tout à l'heure, il y a un Malaisien qui va investir ici en Angleterre, 4 milliards, et elle a fait la une de tous les journaux, une déclaration du Premier ministre. C'est un événement, il va faire
il va construire un quartier ou une ville à 4 milliards de dollars. C'est un événement. Nous, un président, voilà, 20 milliards, il va venir, c'est comme un événement normal. C'est ça qui fait peur, c'est Jamal Ghessoum. C'est parce que vous avez la même appréhension ou peut-être non. C'est pas. Alors, j'ai 2-3 points à aborder. Tout d'abord, je voudrais dire à Nasr que on ne peut pas en vouloir aux journalistes qui étaient présents lors de la conférence de presse. Ils ont leurs limites, tous journalistes, vous-même. Vous aurez vos limites, vous ne pourrez pas toujours aborder tous les sujets que vous voulez. Et donc, je pense que moi, je respecte les limites de ces journalistes parce que je pense raisonnablement que s'ils avaient les mains complètement libres, ils aborderaient tous les sujets qui viennent d'être évoqués ici. Ensuite, pour commencer à répondre à votre question, je reviens sur ce qu'a dit Siam Ezziane lorsqu'il a évoqué Weber. Vous savez, depuis quelques années que je fais mon travail, c'est que je constate très souvent dans tous les champs possibles et imaginables, et particulièrement pour l'Algérie, qu'il y a des termes qui sont présents pour effacer l'antéterme, c'est-à-dire que, par exemple, pour montrer qu'on a une rigueur, on va être rigide, c'est-à-dire qu'on va être rigide pour masquer le fait qu'on n'a pas de rigueur. La même chose pour la question de l'autoritarisme et de l'autorité. Pour montrer qu'on a de l'autorité sans en avoir, on va tomber dans l'autoritarisme. Et on retrouve cela, je ne vais pas faire une analyse sociologique, mais on retrouve cela lorsque vous entendez, par exemple, le ministre de la Communication, M. Mezziane, le ministre de la Justice, c'est-à-dire qu'ils vont parler tellement fort, ils manquent tellement, en fait, de conviction, et qu'ils ne sont tellement pas, ils ne croient tellement pas à ce qu'ils disent, qu'ils sont obligés de le dire fort. Et donc, ça, c'est une particularité. Ensuite, j'en avais parlé avec Rachid Nekaz il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, on en avait parlé 1 heure ou 1 heure et demie, et je lui avais proposé un thème en lui disant l'Algérie, le pays de toutes les anecdotes, ou le pays des anecdotes. Et je m'explique. C'est que là, je suis en train d'écrire un livre sur l'Algérie avec Algérie, la 5e colonne. Et dans ce livre, il y a un paragraphe spécifiquement à ce thème qui est effectivement le fait que l'Algérie ne peut pas construire une histoire parce qu'elle est dans l'anecdotisme. C'est-à-dire qu'on retrouve cela aussi pendant le temps de la Haïsaba. Tous les Algériens étaient là à dire est-ce que Saïd Bouteflika il a rencontré Ali Haddad dans telle ville-là. Et donc, depuis des années, l'Algérie, c'est le pays des anecdotes où on construit des anecdotes mais pas des histoires. Le gouvernement actuel et les 6 gouvernements, les 3 premiers ministres, c'est une succession d'anecdotes. Il n'y a pas un gouvernement qui a fait une chose et l'autre gouvernement qui a suivi. Donc, nous sommes malheureusement non seulement dans la nomination, et je reviens sur ce qu'avait dit Siam Ezziane, oui, le président de la République est responsable. Je suis un légitimiste. Si on l'appelle président de la République, c'est pour être responsable. Et donc, nous sommes dans le pays des anecdotes où on ne construit pas d'histoire, on ne fait que des anecdotes, parce que c'est beaucoup plus facile de créer une petite anecdote. Là, par exemple, ce que vous avez dit, j'essaie d'analyser au mieux, le Malaisien qui va venir investir 20 milliards de dollars. En disant cela, le président Tebboune savait très bien que ça allait faire le tour de l'Algérie à se poser la question de qui. Et donc, nous sommes de la fabrication de l'anecdote. L'Algérie, c'est le pays des anecdotes. Très bien, très bien. On va aller pour une petite pause. On reviendra pour continuer. Merci. Restez avec nous.